Bienvenue sur Crypto for Good, le podcast qui décortique les projets blockchain et crypto à impact. Si tu t'interroges, comme moi, sur le potentiel réel de la blockchain et du Web3 à changer le monde, enfin surtout à le changer de manière utile, alors tu es au bon endroit. Je suis Antoine Taureau et chaque semaine je reçois à mon micro des entrepreneurs, des C-levels, des représentants d'ONG qui viennent nous parler d'un projet innovant s'appuyant sur la blockchain pour délivrer un impact social ou environnemental positif. Bonne écoute. Ça y est, ça enregistre Alexis. Enfin, on s'est fait marabouter les micros, mais je crois que cette fois on est bon. On a tous les deux du son. Comment vas-tu ? Ça va super bien. Tu sais, c'est comme les soirées où quand t'arrives, t'as pas du tout envie d'y aller. Finalement, ça se passe hyper bien en général. Tu vois, bah là, il y avait les éléments techniques qui voulaient pas que ça s'enregistre, donc ça va être un super podcast. Exactement. J'adore le mindset. Alexis, ravi de te recevoir. Si ça te convient, on va essayer un peu de structurer l'échange en 3 parties. Première partie, présentation, ton parcours et révolte. Deuxième partie, je suis assez curieux de discuter avec toi un peu plus du marché, donc de la voiture électrique, et de son évolution dans les années à venir. Et enfin, troisième partie, les aspects plus crypto, ce que vous faites en partenariat avec Cardashift, et donc pourquoi vous êtes allé là-dedans. Ça te va en résumé d'avoir ces 3 sections ? C'est nickel, ça me va. Allons-y. Trop bien. Écoute, je te laisse te présenter. Commencer. Ok, donc moi je suis Alexis Marcadet, je suis un ancien biologiste qui a étudié la biodiversité et qui a décidé d'abandonner la recherche pour passer à des choses très concrètes dans différents projets à impact. Et ça fait une dizaine d'années que je suis sur la scène startup. Revolt est mon 4e projet, un stage, un lancement d'une plateforme, d'une startup belge en France, une startup de mobilité pendant 5 ans et demi, et aujourd'hui Revolt où je suis un des cofondateurs. Ok, donc c'est vrai, rien à voir avec tes études alors. T'as quand même bossé un peu en recherche ou t'es tout de suite parti dans l'écosystème startup? En Master 1, j'ai voulu tester la recherche. J'avais des doutes sur le fait que ça pouvait me convenir, mais j'ai voulu le tester. Donc j'ai fait un stage vraiment de rêve en Suisse auprès du spécialiste européen de la chouette hulotte. Ça ne s'invente pas. Et donc j'avais un stage où il fallait grimper aux arbres avec une échelle pour récolter des bébés chouettes, des échantillons, des parents, Énorme. les parents pour voir un peu les taux de survie des différentes sous-espèces, tu vois, et comprendre pourquoi et comment l'homme impactait un peu leur survie. Donc c'était vraiment des conditions de rêve pour la recherche, et malgré tout mon maître de stage m'a confirmé ce que je soupçonnais, qui était que quand t'es chercheur, tu peux attendre 1, 2, 5, 10, 15 ans avant que tes recommandations passent à l'action, parce que t'es dépendant de beaucoup de personnes, et ça correspond pas du tout à mon tempérament. Et donc je me suis dit ok, ça va être compliqué la recherche. Donc mon master 2 était pro, et à partir de là j'ai cherché des projets en lien avec la biodiversité, et j'ai fait un master 2, tu vois, qui était un projet, presque un projet de création d'entreprise au Canada, dans une réserve de biosphère de l'UNESCO. C'est un programme qui marche bien, qu'on connaît très peu, on va dire une sorte de laboratoire à ciel ouvert de survie d'une nature exceptionnelle auprès de l'homme, plutôt que mettre la nature sous cloche comme on fait dans une réserve naturelle. Là, on se dit ok, on accepte qu'il y a telle zone rare, et autour, autour il y a une usine, autour il y a une ville. Qu'est-ce qu'on fait pour que les deux coexistent? Ok. Ça, j'ai vraiment bien kiffé cette période-là. Tu vois, quand je suis revenu, j'en parlais à mes potes avec une barbe de 6 mois, et tout le monde me disait ton projet, ça ressemble pas mal à une startup quand même. Tu cherchais des financements, t'allais pitcher, tu te baladais, t'étais un peu le mec qui vend le truc, et c'est des projets qui sont pas subventionnés, qui doivent trouver leur propre financement, les réserves de biosphère. Et du coup, c'est à partir de là que je me suis dit ouais, il y a peut-être moyen de pas faire de recherche, d'avoir de l'impact et de trouver des projets qui te plaisent, où tu te sens utile. Et j'ai refait un master entreprendre derrière, parce que les premières startups que je suis allé voir m'ont dit on n'a pas besoin d'un chercheur. Et je me suis dit merde, j'ai d'autres qualités, je peux le montrer, et j'ai rajouté une corde à mon arc comme ça, quoi. Et après, pof, startup. Ok, mais écoute, c'est marrant. Donc tu avais ce besoin d'être plus dans l'action. Ouais, et surtout très impatient comme mec. Ok. Et est-ce que cette sensibilité écologique, biodiversité, quelque part explique en partie
le fait qu'aujourd'hui tu sois sur un sujet de mobilité électrique, ou c'est venu via un autre parcours en fait? En fait, c'est marrant parce que on me pose souvent la question. Tu vois, je déjeunais avec un ami que j'ai pas vu depuis 10 ans là la semaine dernière et qui me disait qu'il voulait faire un peu son ce que j'appelle le jobbing out. Tu vois, c'est comme un coming out, c'est-à-dire, mais sauf que c'est dans ton job, tu quittes un job qui a pas de sens et tu vas dans un job qui a du sens. Pas mal de gens font leur jobbing out là depuis le confinement, mais en vrai, ça fait une dizaine d'années qu'il y a des gens qui viennent me voir en disant ouais, comment ça se passe d'avoir un job avec de l'impact, etc. Et souvent on me demande mais pourquoi tu fais ça? En fait, moi je te retourne la question, hein, je ne comprends pas, vraiment, je n'arrive pas à comprendre comment tu fais pour te lever le matin, partir et avoir un boulot qui n'apporte rien. Enfin, moi je deviens fou au bout de 2 jours, je me sentirais trop mal. Je suis pas papa ni rien, tu vois, mais je me dis juste, je ne comprends pas la force intellectuelle qu'il faut avoir pour s'auto-convaincre que c'est pas grave, que le plaisir passe dans les loisirs. Enfin, tu vois que je ne comprends pas. Donc moi, j'avoue que pour moi, il n'y a pas d'autre alternative. Et j'avoue que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui bossent un peu aussi sur des projets impact. Donc je suis peut-être dans une bulle de personnes qui veulent changer un peu les choses, mais tu vois, je trouve pas ça exceptionnel en fait. Je trouve que c'est plutôt simple. Enfin, dans mon état d'esprit, si tu veux, ça me paraît simple de bosser pour ça. Ouais, c'est l'inverse qui te paraît Ah étonnant. ouais. Yes. Et donc à la base, pourquoi vous êtes lancé dans la réparation de voitures électriques avec ton ou tes associés? Alors Révolte au démarrage, donc c'est Raphaël Daguet, quelqu'un qui a passé une dizaine d'années au Puy du Fou en tant que directeur artistique et scénographe, qui a fait partie de l'équipe qui a lancé le Puy du Fou en Espagne, Ok. qui a lancé des spectacles, des projets de spectacles vivants un peu partout en Angleterre, dans les pays arabes, enfin, Bah, avec un, félicitations à lui parce que le Puy du Fou, c'était une très belle expérience, hein, c'est franchement. chouette, Alors, hein. surtout si on a des gosses, je recommande. Ouais, ils ont gagné le prix de meilleur spectacle du monde à plusieurs reprises sur plusieurs de leurs spectacles. Enfin, c'est vraiment une usine à rêve de dingue. Et lui, il a retapé une vieille DS pendant pas mal d'années avec son frère, une dizaine d'années, je crois. Et pour lui, la voiture, ça a toujours été un truc qu'on retape, voilà, avec une bière à la main, avec quelqu'un à côté de toi et en passant des bons moments. Et quand le confinement est arrivé, il avait décidé de se mettre à son compte pour lancer un studio de spectacle vivant. Et donc lancer un studio de spectacle vivant juste avant le confinement, je crois que c'était 10 jours avant, Bon c'était pas timing. la meilleure idée business de sa vie. Donc il s'est retrouvé le bec dans l'eau avec plus du tout de clients. Il va se dire bon qu'est-ce que je vais faire? Il était devenu papa, donc il avait un peu envie de faire son jobbing out, même si voilà, c'est quelqu'un c'est viscéral pour lui de créer des projets qui vont faire rêver des gens et de gérer des expériences. Donc il s'est dit comment je peux faire pour faire vivre une expérience de dingue en lien avec un projet impact, en lien avec quelque chose de positif pour la société et l'environnement. Et il s'est rappelé de sa DS qui était là à côté de lui à son confinement. Et il s'est dit, mais Yes, Citroën DS, hein, c'est ça. tout à fait, ouais, c'est Parce une que très vieille voiture. phonétiquement, La on DS, ah entend oui, on DS peut imaginer. comme le dieu. Donc Non, yes, non, la Citroën yes. DS, tout à fait, qui est une vieille voiture un peu assez rare et bien connue des Ouais, collectionneurs. voiture Et mythique. ouais, un peu à l'image de la Cox, de Volkswagen, et ça fait partie un peu de ces best-sellers là de l'époque. Et il s'est dit, il y a un truc à faire dans l'automobile. Il n'y a pas de projet à impact fou, il n'y a pas de marque hyper engagée dans l'auto, alors qu'elle est en pleine mutation. Et comme lui, c'est un sujet qui le tient à cœur, qu'il avait essayé de commencer à réparer lui-même sa caisse, il s'est dit, ouais, il faut créer une marque forte dans l'automobile. Et là, en quelques temps, là, pendant le Covid, il est arrivé avec le nom Revolt, avec le souhait de faire durer 100 ans les voitures électriques. Et il a commencé à beaucoup se renseigner sur le carbone émis, sur l'analyse de cycle de vie des véhicules, sur l'absurdité de l'industrie, sur plein de choses. Et il s'est retrouvé assez rapidement avec ce qu'on appelle en startup, on va dire presque un pitch deck, quoi, un début de quelques slides un projet assez clair, une vision, la manière de recruter des gens, etc. Et comme c'est un créa, quelqu'un qui n'a pas encore entrepris au sens startup du terme, il a fait appel en fait à Lucas Mesquita, qui lui de son côté avait quitté un fonds d'investissement pour créer une startup à impact et qui l'avait sollicité un peu plus tôt pour justement qu'il vienne aider en tant que créatif sur ce projet-là. Et Lucas, tout de suite, Lucas c'est quelqu'un que je connais, enfin c'est un ami depuis une dizaine d'années, et donc Lucas tout de suite a dit à Raph, oula, projet, mobilité, impact. Il y a mon pote Alexis là qui a envie de quitter son projet, et je pense qu'il y a quelque chose à faire si on se met tous les trois autour d'une table. Et on s'est retrouvés tous les trois autour d'une table avec cette idée, tu vois, c'était à l'été 2020.
et à se dire bon bah comment ça s'impacte l'industrie automobile, comment on aide à décarboner. On était tous les trois assez intéressés sur la notion de décarbonation, toi avec beaucoup de data quoi, et l'industrie automobile elle regorge de data. Le Shift Project qui avait beaucoup travaillé pendant le confinement, Raphaël s'est pas mal exprimé sur le sujet, tu vois, c'est assez clair. En gros, l'industrie automobile doit diviser par 4 à peu près ses émissions d'ici 2050. Tu vois, les voitures doivent du coup durer plus longtemps, peser moins, si possible, et en même temps consommer moins quand elles roulent. Donc, tu vois, et tout ça faisait que ouais, il y avait une sorte de cahier des charges de vers où aller pour faire un projet qui décarbone. Et voilà, et c'est comme ça qu'est né Revolt à l'été 2020. On était tous en poste, on avait tous des trucs à côté. Puis ça a pris quelques mois, et au début, on s'est dit qu'on allait faire une marque automobile, la marque automobile du 21e siècle, avec des véhicules modulables, très faciles à réparer, qui durent très longtemps. Donc on voulait progressivement faire grandir l'équipe, arriver avec des protos qui roulent dans la rue, qui en utilisant pour ça un décret qui venait de tomber, qui permettait de transformer des voitures essence en voitures électriques. Donc on voulait avoir une petite flotte, et on a recruté des gens pour ça, et puis progressivement arriver avec du projet, puis des protos roulants, puis au bout de 5 à 10 ans arriver à les mettre dans la rue. Donc faire une sorte d'anti-Tesla parce que avec beaucoup plus de durabilité, des véhicules beaucoup plus petits, beaucoup plus urbains, beaucoup plus légers. Et en fait on a recruté pour ça une équipe qu'on a décidé d'associer en tant que cofondateur, et on s'est retrouvé à bosser là-dessus, et on a rencontré assez rapidement beaucoup de personnes du secteur, et on a décidé de pivoter. En startup, un pivot, c'est quand on change le modèle économique de manière drastique, et en fait on a pivoté de constructeur vers réparateur quand on a constaté que l'industrie ne savait pas trop comment gérer les voitures électriques après la garantie, qu'il y avait beaucoup de situations très complexes pour les clients, et qu'ils étaient très demandeurs, que les associations de voitures électriques nous ont confirmé ça. Et voilà, donc on s'est vite retrouvé avec beaucoup de signaux faibles et quelques signaux forts. Et donc on a basculé d'un modèle de constructeur à un modèle de réparateur. On a changé un peu les associés, certains ont voulu partir, on en a recruté d'autres, et on s'est retrouvé du coup à 7 associés au total, avec 2 experts électroniques en plus, un carrossier mécanicien, un expert des opérations et un expert batterie. Et voilà, et on a commencé à chercher des investisseurs pour nous permettre d'ouvrir notre atelier et de dérouler un peu notre vision d'une manière différente de réparer les voitures, une manière où on pense beaucoup plus au reconditionné, où on va chercher le plus petit composant, le plus petit sous-composant, pour baisser les devis et faire durer plus longtemps les véhicules. Ok. Et donc aujourd'hui, vous recevez des clients qui ont des voitures électriques, que ce soit du Renault, du Tesla, du n'importe quoi, qui doivent tout simplement, qui ont un souci, et donc qui passent en réparation chez vous. C'est ça. On a d'un côté, on peut être caricaturé comme un garage classique, mais qui fait que l'électrique, parce que oui, on a un lieu où on accueille le public, on a des voitures qui rentrent, des voitures qui sortent, on fait de la révision, on fait de l'entretien. Mais il y a des gros points de différence. L'espace où on accueille le client, on l'appelle le Club Revolt. On s'est meublé avec des meubles de seconde main, donc il y a un peu d'Emmaüs, il y a d'autres partenaires autour, donc c'est assez surprenant. T'as l'impression d'entrer dans un salon, il y a des tapis sur le sol, enfin c'est assez marrant. On met en avant des partenaires. Tu peux voir justement un scooter, une mobilette transformée en électrique qui est à la vente. Tu peux voir un vélo cargo avec des batteries sans soudure d'un partenaire dans le sud-ouest de la France qui s'appelle Gouache. On met en avant un peu des personnes qui vont dans ce qu'on appelle nous la pérennité programmée. C'est vraiment l'opposé de l'obsolescence programmée. Et après, dans l'atelier en lui-même, il y a 2 grosses différences. C'est que les voitures sont assez espacées, parce que quand tu bosses sur de l'électrique, il faut que tu sois capable de protéger la voiture quand elle est en opération. Donc en fait, tu protèges un peu une zone, tu mets un barriérage autour du véhicule. C'est ce qu'on appelle la consignation de la voiture. Et donc ça, il faut de l'espace pour ça, il faut une organisation dédiée. Et l'autre grosse différence, c'est qu'on a un laboratoire qu'on appelle le Lab Watt, avec WA2T. Et c'est un labo dans lequel on fait des opérations sous tension, donc typiquement dans une batterie, tu vois, quand on ouvre une batterie pour faire de la réparation à l'intérieur. Et après, on répare et on entretient des voitures électriques et des voitures hybrides, tout ce qui est batterie de traction. Ok, sympa. Donc il y a vraiment tout un écosystème, une expérience quand tu arrives pour donner ta voiture électrique en réparation, et un pôle d'expertise. J'ai l'impression que vous créez autour de la boîte. À la base, la souffrance du marché, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas assez d'expertise justement dans les garages traditionnels pour
réparer les voitures qui sont pas des voitures thermiques? Ouais, il faut revenir un peu dans l'histoire de l'automobile. Tu vois, dans les années 90, 2000, il y a eu ce qu'on appelle le multiplexage, c'est que toutes les véhicules ont commencé à devenir très numérique, on va dire, avec beaucoup de valises de diagnostic, beaucoup plus d'électronique embarquée, beaucoup plus de codes défauts, beaucoup plus de logiciels à maîtriser, et que ça a été un gros changement de paradigme pour beaucoup de garagistes tu vois, pour qui c'était un métier très manuel, à l'oreille, avec de l'outillage, avec on va dire un doigté quoi presque. Et aujourd'hui, il y a un nouveau virage à prendre, mais qui est plus sournois parce que plus rapide en fait. Enfin non pardon, parce que beaucoup moins rapide. Le multiplexage, soudainement toutes les voitures sont arrivées, et puis voilà, il fallait y passer. Là l'électrique, ça va être une vague, hein, c'est une grosse vague, mais elle est encore au tout début elle n'a pas encore déferlé et elle est juste en train de monter. Aujourd'hui, hein, il y a quelques millions de véhicules, je crois qu'il y a moins de 2 millions de véhicules en France qui roulent en électrique, et tu vois, ça va monter. Il y a pratiquement autant de véhicules que d'habitants, et donc on est encore à un moment où, pour un garagiste classique, c'est pas forcément rentable de prendre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à basculer tout le monde sur l'électrique, quoi. Tu te dis, bon, bah ouais, il y a encore plein de diesels qui roulent et ils vont rouler pendant longtemps. Pareil pour l'essence. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est aussi que t'es Mac. Toi, t'es là, je sais pas si t'es Mac ou PC, mais si t'as fait 10 ou 15 ans de Mac et qu'on te dit au bout de 15 ans, tu vas tout lâcher, tu passes PC, tu deviens fou. Tu t'as pas envie. Et bah là, c'est un choix 10 fois plus radical que ça. Et donc, il y a des mécanos qui ont 10 ans d'expérience, qui connaissent par cœur X moteurs diesel. Ils ont pas envie de se dire qu'ils repartent d'une feuille blanche sur de la motorisation électrique qui n'a rien à voir. Donc, pour toutes ces raisons-là, en fait, c'est compliqué pour les garagistes, et c'est sans doute trop tôt pour une bonne partie d'entre eux. Et après, il y en a certains qui font le souhait de ne pas aller vers l'électrique pour différentes raisons. Et donc, c'est pour ça qu'on pense que le secteur va être vraiment chamboulé, qu'il y aura des nouveaux acteurs et qu'on espère prendre une belle place parmi ces nouveaux acteurs. Et on pense que aussi il y aura toujours besoin de beaucoup de réparateurs pour les véhicules thermiques et diesel, enfin diesel et essence, qui eux aussi doivent durer longtemps, hein. Nous, on veut décarboner l'automobile, on veut que les voitures durent au moins 3 ou 4, si possible 5 fois plus longtemps, qu'elles soient plus légères. Et voilà, on peut pas faire ça soudainement en disant ok, tous les SUV on les fout à la poubelle. C'est complètement absurde. Tous les véhicules qui ont été produits, il faut les prolonger au maximum, quoi. Ouais, carrément. Ok. Et donc, comment vous y prenez pour rallonger la durée de vie des véhicules existants dans les ordres de grandeur que tu nous donnes? On essaye alors déjà, on est une toute jeune boîte, hein. On a fait notre inauguration du côté de Nantes, de notre premier atelier, il y a quelques mois, en octobre, et on a fait une première soirée qu'on appelle la nuit de la révolte en novembre. Donc on est vraiment une jeune boîte. Donc on est avec toute l'humilité nécessaire. On impacte pas grand monde pour le moment, mais on essaye de réparer un peu différemment. Donc on parle beaucoup d'occasions, de reconditionnement et de temps aussi. Parfois il y a des pannes qui nécessitent tout simplement du temps. C'est un peu comme si on va voir un médecin et qu'on a une maladie rare. Il faut accepter qu'on va mettre du temps à trouver la solution et pas tout de suite prendre des décisions un peu radicales. Donc on parle de temps, on parle de composants, de sous-composants, et on parle aussi d'expertise multiple. Pour réparer une voiture électrique, il faut avoir des personnes qui savent parler méca, des personnes qui savent parler électronique de puissance, des personnes qui savent parler circuit électronique, soudure, carte électronique. Donc faut arriver à mettre ces gens-là autour de la table, les faire dialoguer pour trouver les bonnes solutions. Et après, grâce à toutes ces expertises et grâce au process qu'on met en place nous-mêmes, qu'on essaye d'intégrer à notre académie, parce qu'on crée aussi un parcours apprenant, donc une sorte d'école interne qui s'appelle l'Académie Révolte. Grâce à tout ça, on arrive à baisser des devis parfois par 2, 3, 4, 5, avec comme record, une fois on a baissé un devis, on a divisé un devis par 12. Donc tu vois, Okay. parce qu'on répare. Le client devait être content. Le client était content, ouais. C'est plus facile de discuter dans ces cas-là, oui. Parce que c'était quoi? C'est du genre, vous avez trouvé une solution qui évite de remplacer complètement une pièce ou la division par 12, c'était un remplacement de pack batterie entier à 17 000 €. Et nous, on a trouvé je crois que c'était à 1200 ou 1250 qu'on avait fait la répa. C'était un composant d'une carte électronique à l'intérieur du pack batterie. Donc ça nécessite beaucoup de temps. Tu as d'ouverture, fermeture. Tu dois trouver la pièce en question et ou la réparer. Tu dois consigner le véhicule. Enfin bref, il y a plein d'étapes, mais dans les faits, la pièce en elle-même est peu coûteuse. Alors, et t'as pas besoin de remplacer tout le pack, quoi. Ouais. Écoute, c'est un exemple assez parlant. Je pense que tous les propriétaires de voitures électriques vous souhaitent de réussir parce que effectivement, si vous êtes capable d'élever ce niveau d'expertise et de rabaisser le coût moyen d'une réparation,
je pense que d'une part les propriétaires existants vont être contents et d'autre part ça incitera peut-être certains à faire le switch aussi, parce que j'imagine que pour un consommateur, alors moi perso j'ai pas de voiture, hein, donc ni thermique ni électrique, je me suis jamais posé encore la question de l'achat, mais j'imagine que ça peut aussi entrer dans la décision quand tu as des mauvais échos de ce type-là, de gens qui te disent ah ouais, en fait la douille de la voiture électrique, c'est aussi que attention, si t'as un problème, ça va te coûter 20 000 balles de réparation. C'est vrai que ça peut faire peur. Ouais, bah complètement. Et puis tu sais, nous on parle aux pionniers aussi. On parle beaucoup à des gens qui ont acheté leur voiture électrique avant 2015. Et franchement, moi, dans mes proches, j'habite à Paris, j'ai très peu de gens qui ont des voitures et les rares qui ont des voitures, elles sont pas électriques parce que c'est pour faire de la longue distance et puis c'était pas possible sur les premiers modèles. Et donc ceux à qui on parle, ils ont acheté des voitures qui se sont vendues à quelques milliers, dizaines de milliers, éventuellement 100 000 exemplaires avant 2015 quoi. À l'époque où il y avait je crois qu'en 2011 ou en 2010, il y a eu 1000 voitures, il y a la flotte en France, elle a été ça se comptait sur 4 chiffres quoi. C'était vraiment 3 fois rien. Et donc ces personnes-là, forcément, elles se sentent un peu dans le désert quand elles vont voir ensuite des garages qui n'ont pas été formés parce que les véhicules ont fait en trop petite quantité, quoi. Donc c'est aussi notre rôle j'ai envie de dire, d'éduquer et de propager la bonne parole de l'électrique en expliquant en transparence qu'est-ce qui se passe. Par exemple, on a décidé de mettre en place ce qu'on appelle l'observatoire des coûts de la voiture électrique. Donc si toi, par exemple, t'hésites entre deux voitures et tu te dis bah tiens, est-ce que je prends la i208 ou la Zoé, la Peugeot i208 ou la Zoé, tu peux venir sur notre site et tu peux regarder le coût moyen des révisions, le coût moyen des pannes qu'ont rencontré les gens de la communauté. Tu vois. On veut que les personnes puissent comparer, on veut un peu que Revolt puisse aussi prendre la parole en disant bah on a ce constructeur qui a mis en place une réparabilité exemplaire sur les pièces que contient son chargeur, qui a décidé de mettre en avant un stock de pièces disponible pendant beaucoup plus longtemps que ce que font d'autres constructeurs, qui facilite pour des garagistes indépendants l'accès à ces pièces. Bah tiens, mettons-le en avant en totale transparence parce que du coup oui, ça fait des réparations peu chères quand la voiture commence à vieillir. Tu vois, ça c'est un rapport de force qui doit s'inverser et on pense que les clients, enfin en tout cas ceux à qui on parle, qui achètent leur voiture, ils pensent pas uniquement à la taille du coffre et tu vois et le prix d'achat. C'est faux. Il y a des gens qui pensent comme ça, mais il y a quand même une majorité de personnes maintenant qui pensent coût annuel. Une voiture d'après l'ADEME, c'est 5 500 € par an. Bon il y a des personnes qui achètent aujourd'hui des voitures électriques d'occasion. En sachant qu'elles vont pas durer très longtemps parce que c'est des voitures qui ne sont plus produites où il y a plus de pièces par exemple, mais ils se disent ok ouais sur 2-3 ans j'aurais fait ma culbute quoi, tu vois, j'aurais évité de l'essence pour ce trajet-là, ça sera intéressant. Donc cette logique de voiture comme un service que ça te rend uniquement et non pas comme un objet que tu valorises à l'achat et qu'ensuite tu déprécies est de plus en plus commune et nous on pense qu'on a notre rôle à jouer là-dedans en tant que personne quantité qui voit des véhicules toute la journée mais qui n'est pas maquée avec aucun constructeur. Ouais, carrément. Là également, je vous souhaite de réussir. Vous en êtes peut-être pas jusque là, mais on voit qu'effectivement, tu as des startups qui peuvent vraiment influencer sur les grands groupes, les grands producteurs. Alors dans un domaine qui n'a rien à voir, mais si tu regardes Yuka, c'est l'application qui permet de scanner les aliments dans ton supermarché pour voir le Nutri-Score ou d'autres indicateurs comme ça. C'est quand même assez cool qu'ils aient réussi aujourd'hui à influencer les procédés de fabrication des grandes marques et que vraiment ils prennent en compte les retours de Yuka quoi. Alors que en face ils ont des mastodontes et Yuka ils ont énormément d'utilisateurs mais reste une petite start-up quoi. Je connais un peu l'histoire de Yuka et c'est vraiment un projet que je porte dans mon cœur et je les félicite chaleureusement de là où ils sont arrivés. Mais tu vois, il y a deux choses pour Yuka. Il y a une chose aujourd'hui, ils ont vécu deux situations là ces derniers mois. L'une que j'aimerais vivre et l'autre non. Celle que j'aimerais vivre, c'est qu'ils ont eu des campagnes de pub des grandes surfaces qui mettaient juste un QR code, un code barre avec écrit nos produits sont de bonne qualité, ne nous croyez pas sur parole, scannez-les. Okay. Et tu vois, on a fait un point d'équipe en disant c'est quoi pour vous le moment où Revolt sera vraiment un succès. Moi je pense que c'est le moment où tu vois il y aura des campagnes de personnes qui s'appuient
sur Revolt pour dire, tu sais, ma note sur Revolt est bonne, quoi. Notre voiture est là pour durer plus longtemps, on peut le prouver. Ouais. Ça, je pense que ça sera un super succès. Et de l'autre côté, ils ont malheureusement eu un procès par rapport au nitrite, tu vois, dans le jambon, et qu'ils ont gagné. Et c'est juste absurde, quoi. Enfin, c'est des procès du XXe siècle, quoi. Tu peux pas t'amuser à attaquer des personnes qui se basent sur de l'open data, avec des chercheurs pour aider les gens à choisir comment ils consomment, quoi. C'est le passé. Ouais. Et significatif de ce qui peut se passer. Et des enjeux qu'il peut y avoir derrière, ouais, avec les industriels. Ok, hyper intéressant. Donc effectivement, on en a déjà un petit peu parlé, mais sur ces aspects de marché et de l'avenir de ce marché de l'électrique. Je voudrais déjà reclarifier, rapidement certaines choses sur l'électrique parce que je trouve que on a quand même un discours de détracteurs autour des voitures électriques qui est assez présent, qui est assez audible. Donc si je prends l'exemple extrême, tu vois, on va avoir des détracteurs, voire des gens qui tendent un peu vers des théories un peu complotistes, nous disant que la voiture électrique c'est une vaste supercherie et que au final, si tu prends le coût carbone de l'ensemble du cycle de vie, les voitures électriques seraient plus polluantes ou au moins aussi polluantes que le thermique, etc., etc. Alors c'est vrai que c'est pas l'électrique, la voiture électrique n'est pas la solution miracle non plus. C'est vrai que ça dépend de quoi tu parles, de quel modèle. Entre une citadine légère, un SUV électrique, il y a des choses qui peuvent être plus ou moins cohérentes. Où est-ce que tu vas chercher tes terres rares, tes matériaux? Il y a beaucoup de choses qui jouent sur le calcul de ce cycle-là aussi, parce que si tu roules en France, on a une énergie très décarbonée grâce au nucléaire. Sur le cycle de vie, tu seras avec un meilleur bilan carbone que si tu roules par exemple en Allemagne. Retour des centrales à charbon depuis Fukushima. Mais globalement, je pense qu'on peut dire aujourd'hui assez objectivement que on a suffisamment de data et de recul, même si toutes les études ne donnent pas les mêmes chiffres, pour nous dire qu'on a que la voiture électrique pollue moins donc sur l'ensemble de son cycle de vie qu'une voiture thermique. En moyenne, encore une fois, ça dépend de la taille de la voiture et d'autres hypothèses. Emploie pas de pincettes, hein, c'est complètement prouvé depuis de nombreuses années et en fait les voix qui se lèvent pour dire autre chose sont régulièrement pointées du doigt et on prouve assez régulièrement que c'est subventionné par le lobby du pétrole, hein. Il y a eu plusieurs scandales et maintenant c'est quasiment fait et il y a énormément d'histoires par le passé extrêmement similaires surtout quoi sur le nucléaire, sur ce qu'on appelait la guerre des étoiles à l'époque, quand il y a eu la course aux armements entre la Russie et les États-Unis, sur le tabac, sur la pollution atmosphérique. Si tu veux, c'est toujours la même chose, hein. C'est une industrie avec des grosses marges qui se fait attaquer, qui se retrouve à financer de la pseudo-science et à critiquer la science, à lever de la fausse information et à retarder au maximum le moment où l'industrie est fragilisée. Donc là, ce qui s'est passé sur l'électrique, c'est malheureusement que du très connu. Par contre, c'est surprenant qu'en 2020, il y a encore des personnes qui se fassent avoir sur des trucs qui en fait existent depuis maintenant les années 60-70. Enfin, moi, je suis assez halluciné parfois de personnes autour de moi qui sont des personnes qui croient en la science, qui sont capables de se renseigner sur des tonnes de sujets et qui sont, j'ai envie de dire, éclairés, quoi, qui se font pas avoir en fait, toi, qui vont pas cliquer dans un lien à la con qui leur dit et te dire ouais j'ai lu ça et qui te sort des absurdités sur la voiture électrique. Tu dis waouh, c'est fou. Et donc non t'as pas employé de pincettes, hein. C'est prouvé depuis quasiment tout le temps que la voiture électrique a une analyse de cycle de vie bien meilleure, même en Allemagne qui est extrêmement charbonnée, c'est mieux. Et après, il faut que les véhicules se réduisent leur poids. On a mis un petit calculateur sur notre site, hein, si ceux qui nous écoutent veulent aller jeter un coup d'œil. Vous cliquez sur Manifeste de Revolt et vous allez pouvoir jouer avec 3 indicateurs qui sont le poids de la voiture, la consommation énergétique. Bon, on a fait un truc pas scientifiquement parfaitement valable, mais c'est quand même intéressant, et la durée de vie. Et vous pouvez jouer sur ces 3 indicateurs en partant du poids de l'énergie consommée par kilomètre et de la durée de vie actuelle pour voir comment vous respectez les accords de Paris de la COP21. Voir si vous faites brûler la planète ou pas avec l'industrie automobile. Okay. Spoiler, il faut y aller gaiement, hein, sur les indicateurs. Pour espérer atteindre les accords de Paris, il faut soit démultiplier la durée de vie, soit baisser drastiquement le poids.
Et il y a des études hyper intéressantes qui permettent de comparer des véhicules thermiques avec n'importe quelle voiture électrique par rapport à l'énergie du pays où tu es. Je pourrais te partager le lien si tu veux le partager. Hein. Il y a des chercheurs qui ont fait du super boulot et c'est assez hallucinant. En 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, quoi qu'il arrive, c'est bon, l'électrique, elle est devenue plus vertueuse parce qu'elle part avec une dette, puisque forcément, il y a eu des matériaux qui ont été minés à droite à gauche en plus que d'une voiture thermique qui est quand même un assemblage souvent de matières moins complexes à aller chercher. Donc au démarrage, elle a une dette carbone, mais au bout de quelques temps, c'est bon, c'est rentabilisé. Et en France, bon, qu'on soit pour ou contre le nucléaire, par rapport aux gaz à effet de serre, la voiture électrique est très très rapidement vertueuse. Et donc ça fait partie des sujets qui sont assez énervants, mais bon, c'est pas grave, on s'en sortira, ça basculera. Et puis surtout ceux qui roulent en électrique très rapidement, en général, ont l'info. Et c'est quand même de plus en plus rare quelqu'un qui arrive à disons à rester dans un débat plus de 10 secondes, parce que moi maintenant quand quelqu'un me parle de ça, je lui dis puisque tu t'es renseigné sur la voiture électrique, est-ce que tu veux qu'on parle de l'analyse de cycle de vie du pétrole? Ça m'intéresse vachement. J'ai jamais vu quelqu'un qui me parle de l'opposé, alors qu'on parle quand même faut parler de ce qu'on compare. D'un côté, on a le pétrole avec ce que ça finance et avec les impacts que ça a. Et de l'autre côté, on a l'électricité dont l'impact va baisser au fur et à mesure du temps avec du renouvelable. Donc c'est un débat assez absurde. Ouais. Après il y a les sujets un peu complexes derrière de venir reporter l'usage des ressources, des aspects géopolitiques, parce que il y a des terres rares qui sont utilisées dans les batteries, etc. Mais comme tu l'as dit, on oublie un peu que on peut avoir des dépendances géopolitiques vis-à-vis de ce genre de matériaux, mais on en a déjà de toute façon avec le pétrole. Les terres rares, et les énergies fossiles. Au sens rare, tel qu'il a été diffusé partout, c'est une fake news. En fait, si tu veux, il y a différents, beaucoup d'écrits un peu partout, mais il y a plein de manières de s'enseigner sur le sujet pour ceux qui écoutent, qui veulent creuser. Mais il y a en partie un documentaire qui est assez sympa, qui s'appelle À Contresens, où ils sont allés chercher, justement, ils sont allés visiter les mines, ils sont allés faire le tour un peu de la réalité derrière les grandes déclarations. Et c'est assez hallucinant en fait de découvrir à quel point les 5 ou 6 grosses allégations enfants dans les mines, terres rares, ça pollue plus qu'une voiture, ça se répare pas, sont toutes complètement fake quoi. Je sais pas, après c'est un vaste débat, je pense on va pas se lancer là-dedans parce que effectivement on entend beaucoup de choses. En tout cas, on commence à réindustrialiser certains aspects de l'électrique, il me semble, en France. On sait que Imerys par exemple a réouvert une usine. Ouais, il y a des reconditionneurs un peu partout qui se mettent en place. Il y a des gigafactories en France. On arrive à faire du lien de plus en plus. Les batteries de seconde vie, elles partent de plus en plus en secondaire. Tu vois, pour du résidentiel ou ailleurs. On parle beaucoup avec tous ceux qui reconditionnent. En fait, le lithium aujourd'hui, dès aujourd'hui, une batterie, elle peut être recyclée à plus de 90%. Il y a même des personnes qui arrivent à la pousser à 95, 98. J'ai jamais entendu quelqu'un me parler du recyclage dans une voiture thermique, si tu veux. Faut pas parler de débat, hein, parce que débat, ça veut dire qu'il y a encore des scientifiques qui sont pas d'accord. Réchauffement climatique, quand t'as 90, tu vois, c'est réglé, en fait. L'histoire, c'est juste combien de temps ça va prendre et combien de temps on va continuer à accepter de faire rouler des véhicules qui coûtent à la planète. Et par rapport à la COP 21, tu sais qu'il y a une seule voiture qui a le droit de rouler en 2050. Une seule, de toutes celles qui roulent aujourd'hui en France. Et c'est la Twizy. Tu vois, la Twizy, c'est un quadricycle minuscule, léger, une place ou 2 places à l'arrière. C'est ça le type de voiture qu'on doit avoir en 2050 si on veut rester sous les 1,5 degré. Comme chaque année, le poids des voitures, il progresse, et que les constructeurs, ils savent très bien qu'ils doivent baisser leur analyse de cycle de vie de leur véhicule. Tu vois, il y a un truc, à un moment, il faut que quelqu'un siffle la fin de la récréation, en fait, c'est pas possible. À un peu plus courte échéance, au niveau de l'Europe, donc l'UE a tranché. Ce sera 2035. 2035, corrige-moi si je me trompe, je crois c'est interdiction de commercialiser des voitures thermiques, c'est ça? Ouais, je crois que c'est diesel d'abord et puis essence, ou sinon les deux. Après, dans les faits, c'est une procédure tellement longue et tellement complexe pour les constructeurs qu'ils ont déjà tous commencé à enclencher. Tu vois. Il y en a pas mal qui ont commencé à dire qu'ils avaient abandonné l'hybride, et puis tu vois, et puis progressivement, c'est des cycles de fabrication qui durent une quinzaine d'années, je crois. Donc de toute façon, on va dire l'histoire est en marche. Là, il n'y a pas de débat là-dessus. La question maintenant, c'est quel coût aura la transition et à quel point ce qu'on crée pour la suite, donc cette nouvelle industrie de la voiture électrique, ne reprend pas les défauts de l'industrie d'avant.
C'est sur quoi on se bat en fait, tu vois. Faut pas repartir avec des boulets aux pieds, quoi. Faut repartir d'une feuille blanche avec une industrie qui peut devenir vertueuse. Je crois vraiment intimement qu'on peut se dire en 2050, putain, c'est dingue, l'industrie automobile qui avait eu le Dieselgate, qui était vraiment une des emblèmes de la pollution facile à domicile pour chacun, est devenue une emblème de la décarbonation, tu vois, et de la transformation. Franchement, je pense que c'est possible, hein. Il y a du talent, il y a de l'énergie, il y a plein d'acteurs, il y a beaucoup d'ingés partout qui bossent sur plein de sujets. Je pense que c'est possible. Et donc, selon toi, quels sont les tares du thermique qu'il ne faut pas reprendre justement dans cette transition électrique? L'obsolescence programmée, nous, c'est vraiment le mot l'expression qu'on aime, parce que tu peux programmer l'obsolescence à différents niveaux, dans le design de ton véhicule, dans tes procédures, dans tes modèles économiques, tu vois. Quand on propose une offre de reprise d'une voiture, parce que le devis qu'on te propose est très coûteux, parce qu'on décide de faire un devis coûteux alors qu'on pourrait faire un devis moins coûteux, parce que du coup, ça te donne envie d'envoyer la voiture à la casse et d'en reprendre une autre. Ça, c'est l'obsolescence programmée de modèle économique, en fait. Donc, tu vois, parfois, il y a du design de la voiture, une voiture qui sort aujourd'hui en 2022, même si c'est le modèle amélioré de celle de 2018, elle va avoir souvent des connecteurs différents, 1 centimètre de plus par-ci, 1 centimètre de moins par-là, etc. Du coup, c'est des nouvelles pièces, tu vois. Du coup, les pièces de celles d'avant, elles sont plus produites progressivement. Donc tout ça, c'est des tares historiques, quoi, qui sont arrivées et qui doivent évoluer. En fait, c'est pas possible. C'est plus les besoins des clients. Est-ce qu'il y a de la régulation qui arrive là-dessus pour éviter justement de l'obsolescence programmée? On sait que pareil, je crois que c'est encore l'UE qui a uniformisé le type de chargeur de smartphone. Ouais, c'est ça. Il y en a. Je suis pas, c'est un assez bon expert de ce qui se passe dans les couloirs de Bruxelles pour te dire à où on en est sur tous les sujets. Mais il y a des problématiques qui avancent. Typiquement, tu vois, sur les chargeurs dont tu viens de parler pour les smartphones, ça a été un peu la même chose pour les chargeurs de voitures électriques. Tu vois, quand Tesla est arrivé sur le marché français, ils voulaient pas mettre le même port de ce qu'on appelle un port OBD, c'est une sorte de port USB sur lequel tu peux brancher tes outils diagnostiques. Ils voulaient en avoir un différent du reste des acteurs. L'Europe a dit non, vous êtes obligés. Ils ont dit OK. Ouais. Donc il y a des problématiques comme ça. Donc ça avance plutôt par petits pas, mais la direction globale est quand même ce qu'on appelle un droit à la réparabilité. Tu vois, l'Europe met en avant le fait que tu peux réparer ton véhicule, que tu dois le réparer. Donc oui, donc l'histoire elle va dans le bon sens, mais trop lentement. Ouais, complètement. Ok. Et sur tous ces aspects-là, je pense que tu l'as cité, le Shift Project est vraiment intéressant. C'est un think tank qui n'est pas rattaché à un quelconque lobby ou parti politique. Donc on a vraiment des gens qui sont objectifs. Et un de leurs derniers documents de synthèse, c'était le plan de transformation de l'économie française, parle beaucoup d'électrification en mobilité et pas que. Et voilà, en tout cas par rapport à ce fameux débat qui n'en est pas un, je pense que voilà ce que raconte le Shift Project là-dessus, c'est du solide. On peut leur faire confiance et ils ont des recommandations pratiques pour nos gouvernements. Le mot débat est pas galvaudé. Hein. Je t'attaque pas sur le fait que je suis persuadé que c'est juste un défaut de langage, hein, mais tu vois, c'est juste qu'il faut pas non plus. Il y a pas de débat. Donner du crédit. Ouais, tu vois, il y a pas de débat sur le changement climatique, c'est pas possible. Le débat, il est fini depuis très longtemps. Et c'est pas parce qu'il y a 2 personnes qui s'expriment que ça. Donc le mot débat en science, il est complexe. Le débat, il se passe, c'est des débats entre pairs, tu vois, qui interagissent entre eux, qui font des tests et qui au bout d'un moment arrivent à un consensus scientifique qui peut évoluer. Mais voilà, sur la voiture électrique, voilà, le consensus, c'est que l'analyse de cycle de vie des voitures électriques est bien meilleure, et ce depuis quasiment tout le temps. Il faut se rappeler aussi, j'aime bien en parler, mais c'est que les voitures électriques étaient omniprésentes jusqu'au début du 20e. En 1898, 100% des taxis new-yorkais étaient électriques, toute la flotte française était électrique jusqu'en 1880. Tu vois, on était sur un truc où voilà, il y avait de l'électrique partout, il y avait même pas de débat d'aller faire du thermique. Il y a eu le moteur à essence à explosion qui est apparu, la Ford T qui a fait un carton. Et puis progressivement, pétrole pas cher, on réfléchit pas trop aux émissions à ce moment-là, tout va bien. Bon ok, on y va. On fait des chaînes de prod sur du thermique. L'électrique disparaît. Mais le rendement énergétique du thermique par rapport à l'électrique, il a aucun sens. Je crois que c'est 30 ou 40% sur le thermique et c'est quasi 100% sur l'électrique. Donc d'un point de vue purement de réflexion d'ingénieur, tu vois, t'achètes pas une pompe à chaleur qui va te donner qu'un tiers de l'énergie qu'elle produit et qu'il reste l'envoie ailleurs. C'est absurde.
Donc on revient aussi à une forme de sens d'ingénieur, quoi, de sens de scientifique, de revenir à des projets qui fonctionnent. Avec des défauts, hein, bien sûr, autonomie faible, plein de trucs, il faut des bornes, ça va être hyper compliqué niveau énergétique et tout ça, oui, bien sûr, mais bon, mais c'est des bons défis. Yes. Ouais, ça paraît anachronique, mais c'est marrant de se souvenir qu'effectivement les premières voitures étaient électriques. Et puis après l'industrie s'est consolidée comme elle s'est consolidée pour différentes raisons, mais ouais. Ok. Je te propose de passer sur les thématiques qui nous intéressent en cette fin d'épisode. Il nous reste encore du temps. Donc, ce que vous avez lancé en partenariat avec Cardashift dans la crypto, donc comme les autres projets avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger, vous êtes un projet qui est vraiment ancré dans le réel avec du physique. Donc la première question que j'aurais, c'est pourquoi mettre un pied dans l'univers de la crypto? Alors, sur 100 startups qui se lancent, je pense qu'il y en a de plus en plus qui réfléchissent à la crypto. Quand on a eu la chance de gagner Cardashift, j'ai été contacté par plusieurs entrepreneurs qui m'ont dit tiens, on réfléchit à intégrer de la blockchain, à mettre une DAO, à faire quelque chose avec le monde de la crypto. Et donc je pense que beaucoup de monde réfléchit à comment il peut faire quelque chose. Le problème, c'est que c'est jamais prioritaire. Alors, si on lance une boîte dans la crypto ou en lien avec une blockchain, oui, là forcément, je comprends que ça fasse partie des réflexions du quotidien. Mais dans une boîte comme la nôtre qui est dans une autre industrie, c'est jamais prio en fait. Donc normalement, tu ne peux pas te lancer. Donc nous, la Cardashift, on a vraiment vu ça comme l'opportunité de tester si la blockchain pouvait nous apporter quelque chose. On avait commencé à en parler. On est 7 associés chez Revolt et on va dire qu'on est deux et demi à être un peu impliqués là-dedans. Et on s'est dit, on a commencé à réfléchir à qu'est-ce qui pouvait être miné, quel type de data pouvait être mise dans une blockchain, quelle valeur on pouvait redistribuer aux clients, tu vois, à nos réparateurs, à plein de trucs. Mais bien entendu, c'est pas prio. Tu dois faire du chiffre d'affaires, grossir, convaincre tes investisseurs que tu peux devenir plus gros, et c'est ça ton objectif du quotidien. Donc on a décalé le sujet, et là soudainement on entend parler de Cardashift, d'abord par quelqu'un de la commu, et ensuite par un autre biais extérieur, et je me dis dis donc ça a l'air d'être intéressant, parce que justement eux c'était l'opposé, c'était on est le monde de la crypto, on est sur la blockchain Cardano qui est moins énergivore, et on veut aider des projets dans le réel à toucher à ce monde de la crypto. On veut faire parler les deux mondes. Et je me suis dit putain, mais si c'est la plateforme, s'ils nous tendent le bras et qu'ils arrivent à mettre un pont entre les deux et qu'ils nous aident à réfléchir à ces problématiques-là, ça pourrait être justement un accélérateur de décision de se lancer. Et c'est vraiment comme ça que j'ai vu les choses. Du coup, on a postulé, tu vois, et on n'imaginait pas que ça se passerait aussi bien, et on a eu la chance d'être sélectionné parmi les 10 projets finalistes et ensuite de gagner le vote du public, ce qui nous permet avec eux de tester la meilleure manière de relier ces deux mondes. Ok. Et donc là, concrètement, quel est le type d'action que vous lancez avec eux? Concrètement, les projets qui ont gagné du coup le vote du public, donc on était je crois 140 projets sélectionnés au début, qu'ils ont postulé, puis on a eu 10 finalistes et puis 4. Et là il y a Pixo et nous qui sommes les deux premiers. Je crois que tu as déjà invité Pixo à avoir la chance d'avoir une mise en place, on va dire, d'une DAO. De notre côté c'est une DAO, je crois que c'est pareil pour Pixo, et donc concrètement Revolt Cardashift a bossé sur le sujet, nous on n'a pas de temps à donner à ça, ou très peu. Donc Cardashift a développé une méthodologie, une procédure, on va dire. Alors j'espère que je vais pas dire trop de conneries, tu m'arrêtes si des bêtises, mais en gros on a vendu des NFT Revolt qui ont permis aux personnes qui ont permis à une DAO de s'enrichir d'une somme, et cette somme est placée dans des projets Revolt avec un mode de gouvernance un peu inédit, où c'est les personnes qui ont investi dans les NFT qui peuvent choisir un peu vers où ira cet argent. Et le premier POC, le premier test en conditions réelles de cette DAO, c'est sur de l'achat de véhicules
accidentés ou en panne, pour les réparer avec les e-mécaniciens Revolt et les revendre. Et ensuite, donc on récupère cet argent pour acheter des véhicules, et ensuite on les revend avec une plus-value, on les répare, donc on se rémunère un petit peu sur la réparation. Et l'objectif, c'est de montrer que sur cette première somme que Cardashift a permis de récolter pour Revolt, sur cette première private sales qu'on a faite il y a quelques semaines maintenant, on arrive à avoir à faire du bénéf. On aimerait être entre 15 et 20%, et que grâce à ce bénéf, en fait, la DAO grossit, et ils peuvent choisir de tester un nouveau projet s'ils le veulent, ou de réinvestir dans d'autres véhicules à acheter. Tu vois, c'est de la décarbonation pure, parce que c'est des voitures qui, pour une bonne partie d'entre elles, iraient à la casse. Et on essaie de diminuer les risques en disant que, comme c'est des voitures qu'on sélectionne, si on n'est pas en capacité de les réparer, on pourra les acheter pour pièces, pour qu'elles deviennent des donneuses d'organes pour d'autres voitures qu'on aurait à l'atelier. Donc soit en gros l'achat est neutre, on va dire on récupère une voiture à 5 000 € et finalement on peut pas la réparer, ou ça nous coûterait trop cher, donc on la rachète à Cardashift, à notre communauté crypto, au même tarif pour pièce. Bon, là c'est zéro bénéfice. Ou de l'autre côté, des véhicules où on arrive à les revendre avec du bénéf après la réparation. Et l'objectif, c'est de montrer sur la private sales qu'on a réalisé qu'on est capable de faire du bénéf pour démultiplier notre impact. Ok. Donc avec ce bénéfice qui se retrouve dans la trésorerie de la DAO, c'est ça. Est-ce que les investisseurs qui ont donc acheté un ou plusieurs NFT vont avoir de la liquidité là-dessus et tout de suite retrouver une partie des gains, ou ça reste en trésor? Ils peuvent avoir de la liquidité. Je sais plus s'ils votent pour choisir. Je sais plus s'ils votent tous ensemble pour ce qu'ils réinvestissent, ou s'ils peuvent indépendamment choisir s'ils sortent ou pas. Faudrait regarder dans le détail, mais la logique, c'est que oui, ils sont un peu maîtres à bord de ce qu'ils veulent en faire. Si ça leur plaît de réinvestir pour qu'on aille plus loin, c'est le cas. Et puis sinon, ils peuvent sortir. Donc les conditions exactes de quand est-ce qu'ils sortent, je ne me rappelle pas parfaitement. C'est plus Cardashift qui a mis en place les meilleurs outils pour que ça fonctionne. Mais la logique étant de pas les garder à bord. On n'est pas sur des actionnaires. Enfin, nous, on sépare complètement notre equity à nous, ceux qui ont investi dans Revolt pour nous permettre d'ouvrir notre atelier, qui ont pris une part de notre capital et qui nous permettent, on l'espère, de prendre une place dans le monde dans la société, dans l'écosystème de l'automobile. Et de l'autre côté, on va dire cette DAO crypto, un monde à part, qui nous permet de financer dans une poche dédiée, de financer de l'achat-revente de véhicules, qui est un projet qu'on voulait commencer à tester, et on espère qu'il prouvera que qu'il est rentable et qui peut intéresser beaucoup de monde dans une public sales, et on l'espère nous aider à déployer ce projet-là dans nos futurs ateliers et à démultiplier notre impact. Ok, ouais, très clair. Je suis sur le site de OpenSea, où il y a en fait qui correspond au marché secondaire, où on peut acheter des NFT Revolt. Donc effectivement, je vois que d'après la description, 20 décembre, 450 NFT Revolt inauguraux ont été vendus en moins de 6 heures. Donc c'est parti vite. Ils ont été vendus à un prix alors qui est autour de 150 €, 160 €, il me semble, par NFT. Donc il y a combien? Ils me disent il y a 116 propriétaires de NFT. Donc à peu près en moyenne, les personnes on en a acheté 3 à peu près en moyenne. Et donc effectivement sur OpenSea, donc il y a une marketplace de NFT, on peut pourquoi pas revendre ces NFT. Alors ils mettent aussi qu'on peut, un propriétaire peut burner son NFT en payant un exit fee et recevoir si je comprends bien, en USD, en USDC, donc en stablecoin et donc en dollars, on peut recevoir de la liquidité qui vient de la trésorerie. Et si je dis pas de bêtises, ça veut dire qu'avec ce mécanisme-là, tu peux burner, donc, c'est-à-dire, en fait, tu peux mettre au cimetière ton NFT, vu que dans la blockchain, rien ne disparaît vraiment jamais. C'est l'équivalent de la poubelle. Simplement, au lieu de
disparaître purement et simplement, c'est burné, et donc ça ne peut plus être utilisé. Et là, tu retrouves, si je comprends bien, l'investissement que tu avais mis, avec peut-être des règles, avec peut-être une plus-value s'il y a de la plus-value dans la trésorerie de la DAO. C'est ça. Et après, finalement, ce que tu décris ressemble, à un mécanisme finalement d'action dans une société avec des dividendes, puisque ce sont les propriétaires des NFT qui vont voter au niveau de la DAO pour savoir si les bénéfices est-ce qu'ils sont réutilisés, réinvestis directement, ou est-ce qu'on les sort un peu comme on sort des dividendes. À chaque fois qu'on fait un bilan d'entreprise, on a une décision à prendre et les actionnaires peuvent orienter vers leur investissement R&D ou autre, ou vers l'émission de dividendes. C'est ça, c'est une gouvernance à part. Gouvernance. Puis on pourra peut-être essayer, nous on voit ça comme un labo de R&D, il y a une petite gouvernance à part, une petite usine à projet. Ok, donc là votre intérêt c'est que ça fonctionne, que les gens soient contents et une petite plus-value pour que ça vous permette à l'avenir de continuer à lever de l'argent et à accélérer ce mécanisme. Ouais. L'objectif là de la vente qui est partie en 6 heures, c'était de montrer ce qu'on arrivait à faire avec cette petite somme, je crois qui correspond à entre 40 et 50 000 euros, et d'être en capacité de sortir des chiffres. Là, on a acheté le premier. Il y a un dashboard pour nos investisseurs, pour les porteurs de NFT qui ont vu c'est une Kangoo sur laquelle on va faire une réparation assez lourde sur le moteur et qu'on va revendre une Kangoo électrique. Tu vois, et on va montrer comme ça à chaque fois les voitures qui rentrent et qui sortent et ce qui se passe. Et l'objectif, c'est de sortir un petit bilan une fois qu'on a consommé la somme et d'aller faire une public sales dans la foulée pour montrer ça a fonctionné sur ce volume-là. Allons-y sur un volume plus important, quoi. C'est la logique. Ok. Et si je creuse un peu le sujet, finalement, pourquoi le faire via la crypto versus des mécanismes plus traditionnels? On trouvait vraiment intéressant de parler à ce monde depuis le début, et c'était la manière la plus concrète de se lancer. Donc on a creusé différentes idées pour la DAO. Ça allait sur de miner de la data quand une voiture envoie beaucoup de data, et aujourd'hui la data justement c'est une belle guerre dans le monde de l'automobile. Donc on s'est dit on pourrait dire qu'on récompense les personnes qui nous envoient la data de leur véhicule. Il y avait cet achat-revente, il y avait de l'achat-revente de pièces, il y avait la location de batterie. Enfin, il y avait pas mal de sujets qui sont arrivés sur la table, mais celui-ci, c'était finalement, comme tu l'as dit tout à l'heure, quelque chose d'extrêmement concret, très simple à expliquer, quoi. Il y a une voiture, elle passe sur le bloc, elle ressort, le médecin dit qu'elle est bonne pour repartir, et du coup, elle refait un tour de piste, et on prolonge sa vie, on sait qu'on décarbone, on le prouve, on voit qu'elle dure plus longtemps que prévu, et derrière, il y a quelqu'un qui roule avec, quoi. Enfin, il y a rien de plus concret, quoi. Puis tout le monde sait ce que c'est qu'une voiture, et c'est en plus, on prend des voitures qui sont connues. Donc c'était aussi notre souhait avec Cardashift de partir sur quelque chose de très simple, facile à capter et facile à mesurer. Ok. Tu vois, ce que je me dis, c'est que l'équivalent dans un monde sans crypto, ça aurait pu être du crowdfunding sur diverses plateformes qu'on connaît. Mais j'ai l'impression, c'est plus un commentaire, une réflexion personnelle, une question, mais dis-moi si ça te semble pas déconnant. Et j'ai l'impression que effectivement, il y a quand même un engouement autour de la crypto. Il y a des communautés d'ailleurs assez souvent qui sont carrément internationales, qui te permettent en fait de toucher tout de suite plus de monde, ou de toucher des communautés peut-être plus actives. Et en fait, pour le même produit, aujourd'hui, c'est une opportunité en tant qu'entrepreneur d'aller là-dessus, parce que tu vas réussir à créer de l'engouement autour de ce que tu proposes. Et la communauté va permettre d'accélérer plus vite que ce que tu aurais eu, je sais pas, avec une plateforme de crowdfunding qui va peut-être viser en plus que le marché français, etc. Il y a pas mal de différences. Le plateforme de crowdfunding, c'est une manière de faire venir plus de gens dans ta communauté, mais régulièrement, c'est aussi juste tu chasses dans ton propre cercle. Souvent, on a l'impression qu'on va toucher des gens très lointains. Très souvent, le crowd, tu vas prendre tes premiers, tes deuxièmes, tes troisièmes cercles.
Là, nous, l'idée, c'était de faire un pont entre les deux. Et comme tu l'as dit, toucher des écosystèmes qu'on connaît pas, toucher des personnes qu'on connaît pas, trouver des talents qu'on connaît pas forcément, potentiellement recruter, peut-être des gens qui nous aident aussi quand on ira un jour à l'international, tu vois. Donc, c'était toucher ces gens-là et surtout montrer que les deux mondes peuvent et doivent se parler. Ça, c'est aussi le projet de Kardashift, tu vois. C'est chouette d'imaginer que quelqu'un qui a de l'argent en crypto depuis longtemps, soudainement peut le mettre dans l'économie réelle avec une mesure d'impact et qu'on peut être le vecteur de ça, quoi. Donc ça, c'était aussi vraiment notre volonté et ça, c'est assez différent de le crowdfunding entre guillemets est un peu égoïste, quoi. Tu choisis un truc pour toi. Très souvent, tu peux crowdfunder un artiste pour qu'il passe son album, certes, mais souvent t'as envie de l'écouter derrière, tu vois. Là, les personnes qui nous aident à acheter cette Kangoo pour la réparer, c'est pas eux qui vont rouler avec derrière. On pourra imaginer peut-être un jour avoir des perks qui te permettent, oui, en effet, de déplacer, de faire des choses avec nos véhicules ou des réducs et tout, mais tu vois, il y a un côté, je dirais altruiste, peut-être pas quand même, parce que le NFT a augmenté son prix depuis et que j'espère que nos investisseurs vont gagner de l'argent, mais un côté très très concret et en même temps un peu déconnecté de son propre intérêt, parce que c'est pas eux qui vont utiliser ces véhicules. Ça, j'aime bien. Ok. Et est-ce que vous avez vu des personnes d'un monde aller vers l'autre, c'est-à-dire, par exemple, je sais pas, des clients qui ont des voitures électriques, qui vous connaissent, qui ont déjà fait des réparations chez vous, qui voient passer cette initiative, qui se disent tiens, j'adore l'expérience générale de Revolt quand je viens dans leurs locaux, etc. Donc je vais m'engager dans le projet, je vais acheter un ou plusieurs NFT. Est-ce que vous avez eu des profils qui ont fait ce mouvement-là, ou est-ce que ça va être des profils qui vont justement se dire ok, la crypto j'y comprends rien, j'ai pas de wallet, comment ça marche, et du coup qui n'ont pas encore fait cette transition. Alors le pont de ce côté-ci, c'était moins notre objectif. Je vais pas me le cacher, Ouais. parce que c'est déjà complexe le projet Revolt à expliquer. On a pas trop de temps de présenter dans le détail la crypto. Et puis nos clients sont pas forcément. On a pas mal de clients entre 40 et 60 ans, tu vois, qui sont quand même moins des crypto addicts. Ouais. On a eu, par contre, quand on a gagné Carda, on a eu des messages de membres de la communauté qui nous ont dit qu'ils avaient acheté un NFT. On a eu des personnes aussi qui auraient souhaité investir en equity, mais on avait fini notre tour de financement et qui se sont retrouvés à investir en NFT. Donc, tu vois, il y a des choses un peu indirectes qui se passent. Mais un des intérêts aussi du projet, c'est que tu vois, je parle beaucoup de crypto à des gens qui ne sont pas du tout dans ce monde-là, qui nous disent mais qu'est-ce que tu es allé faire dans cette galère, hein, je résume, avec des fake news aussi à l'appel, tu vois, sur l'impact énergétique, etc. Tu vois, je pourrais te Ouais. chauffer là-dessus. Et du coup, tu vois, c'est aussi sympa pour nous d'y être allé parce que ça nous permet de défendre le projet et de défendre Kardashift et de voir comment ça fonctionne et de dire que bah oui, on est la preuve vivante que la crypto peut donner lieu au bout d'une chaîne, certes complexe avec de la NFT, une DAO, etc. Mais si on résume, c'est des personnes qui ont de l'argent sur des blockchains, qui décident de les rediriger vers un projet d'économie réelle qui a été sélectionné par une communauté et qui peuvent suivre les résultats, tu vois, dans cette économie réelle. Et ça, c'est quand même hyper positif. Je trouve que c'est toujours hyper intéressant pour un entrepreneur de pouvoir avoir de l'agilité dans ses modes de financement et de pouvoir avoir aussi un accès direct et un échange direct avec la communauté de ses investisseurs. Tu vois, c'est pas du tout la même chose que des business angels à qui tu parles par-ci par-là, tu vois, et qui peuvent t'aider dans des moments importants. Là, c'est plus une communauté vivante, protéiforme, qui est capable de te challenger, qui te propose des choses. Donc ça, c'est une force. Ok, carrément. Hyper intéressant. Bah écoute, on va suivre tout ça. Pour conclure, est-ce que tu as des ressources vers lesquelles nous rediriger si on veut soutenir le projet Revolt? Bah ouais, vous pouvez suivre nos aventures sur notre Instagram, sur notre Discord si vous le souhaitez. Je pense que c'est les deux canaux qui vont être préférés par les auditeurs de Crypto for Good. Ensuite, vous pouvez, si vous êtes dans la région ouest, passer nous voir à l'atelier qui est à Carquefou, 3 rue du Nouveau-Bel. Vous êtes tous les bienvenus. Et après, en termes de ressources, bah, si tu veux, je pourrais partager, je sais pas si tu peux glisser sous ton truc, mais je pourrais partager le site qui permet de comparer voiture thermique et voiture Ouais. électrique. Ça permettra
À la prochaine réunion de famille, vous avez un vieil oncle réac de sortir l'outil, c'est pas mal. et aussi peut-être le docu dont j'ai parlé. Et puis sinon, non, ça me paraît déjà super, quoi. Ok. Eh ben parfait. Ouais, effectivement, on peut mettre des URL sans problème dans la description des épisodes de podcast sur toutes les plateformes à ma connaissance. Donc c'est ce qu'on fera. Ok, Instagram, Discord et d'autres liens, d'autres sources que tu nous as mentionnées qui sont effectivement sympas. Merci beaucoup Alexis et on se dit à très bientôt. Merci à toi, bonne continuation à tous. Salut. Merci, ciao. Merci infiniment d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si ce contenu t'a plu, tu peux me soutenir de 2 manières. Premièrement, en t'abonnant à l'émission via l'application de podcast que tu utilises. Deuxièmement, en me laissant une note de 5 étoiles et un commentaire positif. C'est ce qui permet au podcast d'être visible et c'est une manière de m'encourager à enregistrer de nouveaux épisodes. Enfin, si jamais tu souhaites me suggérer un ou une invitée, je te propose de me contacter sur LinkedIn, Antoine Taureau, mon nom de famille s'écrit T-H-O-R-E-A-U. À la prochaine!